Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Spotlight entièrement consacré à la série Star Wars de Mandalorian, disponible évidemment sur Disney+. On va débriefer ensemble la saison 1 qui est désormais disponible en intégralité, une émission qui sera donc 100% spoiler, vous êtes prévenus. Parlons maintenant de cinéma. C'est un scandale, un scandale. Scène 6, première. Action. Il a dit que vous alliez passer. Que vous étiez le meilleur de tout le parsec. Êtes-vous de mon avis? Je suis Jean-Maxime Renaud et j'ai à mes côtés 4 journalistes de la rédaction d'Allociné, passés du côté obscur de la force depuis bien longtemps. Mégane Choquet, salut. Salut. Maximilien Pierrette, hello. Bonjour. Vincent Formica, coucou. Salut. Et Thomas Humbert, hello. Salut. Maintenant, vous connaissez leur voix. Un petit mot d'abord à vous, auditeurs fidèles, vous dire que vous nous avez manqué, que cette émission est enregistrée en confinement, chacun chez soi. Pardon d'avance sur la qualité du son qui n'est pas optimale. Et sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Chers amis, si vous deviez qualifier The Mandalorian en un mot, ce serait, et on commence par toi, Padawan Mégane. J'en ai plusieurs qui me viennent à l'esprit, mais si je devais en choisir un seul, je dirais nostalgie. Thomas? Moi, je dirais simple et efficace. Ça fait 2 mots, mais ça marche. Ça en fait 3. Ça marche ensemble. Oui, ça fait 3 mots. Mais ouais, non, c'est simple dans le bon sens du terme. Et du coup, ça rend la série très efficace. Moi, je dirais sympatoche. Je développerai plus tard, parce que c'est-à-dire que voilà, je trouve ça sympathique, mais j'ai quand même des petites réserves sur différents aspects. Mais après, c'est un chouette divertissement. Ce sera le trouble fait de l'émission. Exactement. Le côté obscur, c'est moi en vrai. Vincent, et toi? Non, mais moi je dirais réjouissant, j'ai vraiment adoré et je pense que c'est le plus, par rapport à ce qu'on a eu récemment au cinéma, c'est le plus Star Warsien de ce qu'on a pu voir. Donc j'ai adoré. Question subsidiaire, si on n'est pas particulièrement fan ou calé sur l'univers Star Wars, est-ce qu'on peut quand même y trouver son compte? J'imagine que oui. Après, c'est juste qu'il y a pas mal de subtilités qui t'échappent parce qu'en fait, ils font référence à des événements qui se sont passés. Il y a beaucoup de créatures et de droïdes, en fait, sur lesquels ils font des gros plans. En fait, c'est des personnages qu'on a déjà vus auparavant. Mais l'histoire en elle-même, vu qu'en fait, il n'y a aucun personnage qu'on connaissait déjà, en fait, on peut arriver à la suivre. C'est juste que si on n'aime pas l'univers de Star Wars, je pense qu'on est complètement largué et qu'on s'ennuie assez vite. Je confirme. C'est toi, en vrai, le trouble fait, en fait. Ouais, j'avoue. Au cas où des gens n'auraient pas suivi mon avertissement et écouteraient cette émission sans avoir vu Mandalorian, on vous juge, sachez-le. Et Maximilien, est-ce que tu pourrais nous résumer brièvement ce qu'est un Mandalorian et où se situe la série par rapport à la timeline de tout l'univers Star Wars? Ouais, bien sûr. Alors, un Mandalorien, en fait, c'est un chasseur de primes, en fait, qui a grandi sur une planète qui s'appelle Mandalore. Ils ne sont pas cassés trop le cul pour trouver le nom. Et en fait, il a prêté allégeance à une espèce de credo, à un espèce de style de vie. Parce qu'en fait, ce qu'ils expliquent dans la série, c'est qu'être un Mandalorian, c'est pas une religion, c'est plus une façon d'être. Donc en fait, jusqu'ici, le Mandalorien le plus connu de l'univers de Star Wars, c'était Boba Fett, qu'on avait découvert dans les épisodes 5 et 6 de Star Wars. Et si je fais cette précision, c'est justement parce que la série The Mandalorian se passe après l'épisode 6, entre les épisodes 6 et 7. On est environ 10 ans après le retour du Jedi, donc 10 ans après la chute de l'Empire et pendant que la galaxie se reconstruit. Et donc on est une vingtaine d'années avant le réveil de la Force. C'est les infos qui me manquaient pour que je comprenne, en fait. Merci. Exactement. Bah, revois la série ce soir, ouais. Alors, parlons peut-être d'abord du personnage principal, qui est donc incarné par Pedro Pascal, que l'on avait vu auparavant dans Game of Thrones, évidemment, et dans Narcos aussi. Question peut-être un peu bête, mais est-ce que c'est toujours lui derrière ce casque, à l'image? Parce que techniquement, il aurait presque pu se contenter de faire des voix et on n'en aurait rien vu. C'est ce qu'il a fait, je crois. C'est ce qu'il a fait, je crois. Il est pas tout le temps sous le costume et il s'est contenté parfois de faire juste des voix et c'est sa doublure ou sa doublure cascade qui était sous le casque. D'accord. Mais je crois que la plupart du temps, c'était quand même lui parce que pour s'immerger dans un rôle, je pense que quand même, il faut un minimum être sous le costume. Puis bon, c'est quand même la classe d'avoir un costume aussi classe voilà, le costume des Mandaloriens, c'est quand même quelque chose. C'est pas pour rien que ces personnages sont devenus aussi cultes, même s'ils apparaissent que très peu dans l'univers de Star Wars. Puisqu'à un moment, en fait, il enlève son casque, donc là, c'est forcément Pedro Pascal, on le reconnaît bien.
Mais sinon, le reste, comme l'a dit Vincent, c'était un peu un mix. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez de ce personnage, ce héros? Est-ce que c'est le meilleur personnage de la série? Ouais, ça fait partie vraiment des bons points, pour moi, des principaux bons points, c'est que justement, on disait que effectivement la série plaisait d'abord aux fans de Star Wars parce que c'est bourré de clins d'œil, c'est clair. Mais ce personnage, je trouve, arrive quand même à rassembler un peu tout le monde parce qu'on est vraiment dans un personnage de western et même dans un univers de western. Donc finalement, ça parle quand même un peu à tout le monde, tous ceux qui ont des références western au-delà de Star Wars. Et je sais pas, c'est un personnage qui fédère, même s'il est, pour le coup, il est mystérieux. On voit son visage que quelques secondes dans toute la saison. On entend sa voix quand même plus souvent, mais pas si souvent que ça, parce qu'il est assez taiseux. On ne sait pas grand-chose de son passé. En fait, on ne sait rien de lui, et finalement, on s'y identifie assez vite. Voilà, en fait, il est plus dans la présence, dans beaucoup de classe, je trouve. Et puis voilà, en fait, finalement, c'est à l'image de la série, ce que je disais tout à l'heure, c'est très simple comme personnage, c'est pas simpliste, mais c'est simple. Et je trouve que c'est ça on va droit au but, en fait, c'est ça qui permet de fédérer un peu tout le monde. Donc, au-delà de ce que vient de dire Thomas, en fait, au-delà du personnage aussi, c'est toute l'espèce de mythologie autour des Mandaloriens. Parce qu'en fait, Boba Fett, c'est un personnage qu'on voit très peu dans les films. Mais je sais pas, qu'il y a une espèce de culte autour de lui, en fait. Il y a eu des projets aussi il y a eu des rumeurs de projets de spin-off sur lui. Ils ont revisité son enfance dans Star Wars épisode 2. C'est vraiment un personnage que les gens aiment, alors qu'à tout casser, on le voit 10 minutes. Et là, cette série-là, en fait, elle permet d'explorer un petit peu le passé de son groupe de chasseurs de primes, d'explorer leur mythologie. Et c'est ça que je trouve assez fascinant, au-delà du personnage en lui-même. C'est tout ce qu'il véhicule, en fait, avec lui. Évidemment, la vraie star de Mandalorian, celle qui a volé la vedette au héros, c'est le fameux Baby Yoda, qui était une grosse surprise de cette série, puisqu'on ne connaissait pas son existence avant qu'elle démarre. Alors, au-delà de l'aspect marketing évident pour vendre des figurines et des peluches, on va pas se mentir, c'est quoi, selon vous, l'intérêt de ce petit personnage tout mignon? Très que vous en avez pensé? Mégane, peut-être? Moi, je suis devenue complètement gaga de bébé Yoda, je pense comme beaucoup. Très très fan du personnage. Effectivement, je trouve que ça a été très bien amené. En plus, c'est une énorme surprise. Bien avant la série, normalement. Souvent, il y a des petites fuites et là, ils ont vraiment bien réussi à gérer cet effet de surprise. Donc, vraiment chapeau à eux parce que ça devait être très compliqué. Surtout qu'en plus, comme tu le disais, c'est un élément marketing très important pour Disney. Donc vraiment bien joué à eux. Et puis, je pense que ça permet aussi de connecter un peu avec les Jedi. Je pense que c'était un peu l'aspect qui aurait pu manquer à beaucoup de fans de Star Wars en se lançant dans The Mandalorian. C'est qu'on n'a pas de Jedi en héros. Et donc, le bébé Yoda permet un peu de faire le lien avec les détenteurs de la Force et donc après de renouer avec toute la mythologie de Star Wars dans ses origines, quoi. Donc, ça crée un bon équilibre entre un nouveau personnage, donc le Mandalorien, et tous ceux qui étaient du côté de la Force et les Jedi. Donc pour moi, c'est un pari totalement réussi avec ce personnage. Je pense que par rapport à Baby Yoda, c'est un peu le point fort et le point faible en fait de la série parce qu'il peut un peu phagocyter, je pense, le récit avec tout son côté mignon, le fait qu'il touche à tout, il a un petit côté comme ça, animal domestique qui fait des bêtises. Et ça peut vite agacer parfois, mais je pense qu'ils ont quand même réussi à bien doser le truc et petit à petit à nous donner des éléments un peu comme ça, comme tu disais, Mégane, des Jedi avec la Force, avec le fait qu'il ait des pouvoirs aussi, des nouveaux pouvoirs comme le fait de guérir des blessures, tout ça. C'est un potentiel très, très intéressant pour la suite. Et on attend beaucoup, je pense, de ce personnage en saison 2 parce que là, on n'en sait pas. C'est pas grand-chose d'où il vient, etc. Je pense qu'ils vont nous inventer un peu. On va en savoir plus sur l'origine de l'espèce de Maître Yoda parce qu'au final, on sait rien sur tout ça. Et est-ce qu'il va être connecté justement à Yoda? C'est des questions qui restent encore en suspens et qui sont assez réjouissantes et qui demandent beaucoup de théories. On peut beaucoup théoriser sur ce qui va se passer en saison 2 et ça, c'est plutôt cool. En parlant de théorie, Thomas, je me tourne vers toi en tant que présentateur de notre émission Big Fan Theory. Il y a une théorie justement autour de Baby Yoda qui circule pas mal. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tout à fait, Jean-Maxime. En fait, il
Il y a même plusieurs théories qui circulent, mais il y en a une qui est très très particulièrement convaincante. Je reviens vite fait sur les deux autres. Enfin, il y en a plus que ça, mais en gros, la théorie, en gros, c'est de relier Baby Yoda à Yoda lui-même. Donc, est-ce que ce serait son fils? Parce qu'il y a une autre représentante de son espèce qu'on avait pu apercevoir au Conseil Jedi dans la prélogie et qu'on avait vraiment vu de loin. Donc, on se dit, bon, peut-être qu'ils ont eu un enfant ensemble, on ne sait pas. Ça me paraît vraiment pas crédible. Il y a le fait que ça pourrait être tout simplement Yoda lui-même qui aurait voyagé dans le temps et qui, enfin bref, toute une histoire de couloir temporel. Et ça, c'est une notion qui a jamais été abordée dans Star Wars, les voyages dans le temps, et on pense, enfin, ça paraîtrait vraiment pas cohérent avec le reste de la saga. Par contre, il y a une autre notion qui a été abordée très souvent, c'est le concept de clonage. Et ça, du coup, c'est la nouvelle, enfin la théorie la plus convaincante partirait du fait que en fait Baby Yoda est tout simplement un clone de Yoda. Les arguments qui permettent d'avancer ça, c'est qu'il a 50 ans, même si c'est un bébé, ils le disent clairement dans la série. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 50 ans, enfin 50 ans avant The Mandalorian, il y a un maître Jedi qui s'appelle Sifo Dyas et qui est allé sur Kamino, donc une planète spécialisée dans le clonage, pour commander une armée de clones pour la République. Et donc on se dit, tant qu'à faire, pourquoi il n'aurait pas demandé un clone de Yoda lui-même? Et le petit élément qui permet de rejoindre encore une fois la planète Kamino, c'est un officier. Alors, il est incarné par... c'est ça qui est pas mal, podcast en confinement, c'est qu'on peut vérifier directement sur son ordi. C'est le docteur Pershing, qui donc donne la réplique à Werner Herzog, et c'est une sorte de scientifique qui a autrefois appartenu à l'Empire, et qui donc fait partie des personnes qui demandent au Mandalorian d'aller chercher le Baby Yoda, et sur la manche de son uniforme, en fait, on peut voir un petit symbole qui est pas anodin du tout, parce que c'est tout simplement le symbole de la planète Kamino dont je vous parlais, qui est spécialisée dans le clonage. Donc, Baby Yoda serait-il un clone de Yoda? À mon avis, je vous ai spoilé la saison 2, voilà. Je vais peut-être dire une énormité, mais il n'y a pas de lien avec la série Clone Wars, justement, série animée. Si, il y en a forcément, parce que c'est le même univers finalement. En fait, c'est ce qu'ils appellent le canon de l'univers, c'est-à-dire que tout ce qui est dans cette série-là, dans Mandalorian, dans les films, dans certaines BD, certains romans et certains jeux vidéo, en fait, c'est un peu l'univers officiel de Star Wars. Donc en fait, il peut y avoir des liens avec cette série-là, clairement, qui vient de se terminer en plus. Oui, d'ailleurs, la série Clone Wars a exploré le passé déjà de Boba Fett et des Mandaloriens. Et du coup, on peut aisément, je pense, spéculer et dire qu'ils vont aller peut-être piocher dans l'univers étendu pour des éléments, pour des futurs éléments de l'intrigue de la saison 2. Et il se murmure aussi d'ailleurs que Boba Fett pourrait apparaître dans la saison 2. Donc ça peut être un élément intéressant et qui relancerait un intérêt supplémentaire pour la série, parce que c'est, comme tu disais, Max, c'est un personnage à qui on a voué un culte malgré son peu de présence à l'écran. Et c'est un des éléments, je pense, qu'il est intéressant de mettre en avant, et j'espère pour ma part qu'on verra. Après, c'est vrai que ça peut être compliqué niveau. Et il est mort, surtout. Oui, on dit qu'il est mort, mais selon dans un comics, il aurait survécu au Sarlacc. Il aurait survécu grâce à son armure, et donc il aurait vécu sa vie normalement. Et donc, s'il a survécu, peut-être reviendra-t-il dans The Mandalorian, pourquoi pas. De toute façon, Max, personne n'est jamais vraiment mort dans Star Wars. Oui, hein. c'est vrai. Personne n'est jamais vraiment mort dans Star Wars. Hein. Donc, ce serait pas impossible que Boba Fett revienne dans la saison 2 de Mandalorian. Et Thomas, pourquoi assez rapidement t'as écarté le fait que ça pouvait être le fils de Yoda? Bon, ce serait trop simple, je trouve. Je sais pas, c'est tout simplement. Je me dis, ça serait un peu trop simple. Et puis, les Jedi, ils sont pas censés. C'est un peu une religion qui veut qu'ils ne s'attachent à personne et ils n'ont pas d'enfants. Donc, si Maître Yoda lui-même se met à enfreindre les règles, va-t-on. C'est même pas s'ils ont un sexe. Ah bah, Yoda, en fait, l'espèce de Yoda, on sait quasiment rien dessus. En fait, c'est ça qui est très mystérieux aussi. Ouais. Mais ceci dit, ce serait amusant. Enfin, amusant, ce serait intéressant en fait de voir que tous les Jedi ont suivi
les préceptes d'un maître qui finalement lui-même en fait ne les suivait pas. Ça pourrait un peu rebattre les cartes. Alors, on va mettre de côté Baby Yoda pour parler des autres personnages. Est-ce que vous avez, à titre personnel, un coup de cœur pour un autre personnage, sachant que c'est quand même un univers assez masculin, j'ai l'impression. Il y a assez peu de femmes. Justement, Megan, du coup, ton coup de cœur, toi, c'est qui? Bah, moi, j'en ai deux. Moi, j'ai Non, beaucoup non, aimé- non, tu dois en donner Mais qu'un. je fais ce que je veux, j'en donne deux, ok. Moi, j'ai beaucoup aimé Cara Dune, évidemment. Je trouve qu'elle apporte vraiment quelque chose au trio avec le Mandalorian et puis Quill. Je trouve que les trois, ça fonctionne très bien. Bon, malheureusement, le trio est vite mis à mal, mais je trouve qu'elle apporte vraiment quelque chose. C'est un super personnage et c'est vrai que ça manque un peu de personnages féminins malheureusement dans cette série, mais comme dans beaucoup d'univers Star Wars, mais je la trouve vraiment géniale. Donc j'ai vraiment hâte de la revoir, j'espère, dans la saison 2. Et petit coup de cœur aussi, pourtant je suis pas très fan des droïdes, mais IG-11, je l'ai beaucoup aimé, qui prête sa voix à ce personnage et j'ai beaucoup aimé ce droïde. En plus, puis là, de bébé Yoda et puis là, ce sec la saison 1, je trouve ça génial. Donc, petit coup de cœur aussi pour ce personnage-là. Max, tu opines du chef? Toi, c'est Oui, ton coup de cœur aussi. complètement. J'ai beaucoup aimé. Alors, on le voit pas beaucoup aussi ce personnage de droïde, la IG-11, mais après voilà, je pense que Megan a tout dit, notamment sur le fait que voilà, sur Taika Waititi, mais moi je trouve qu'au-delà de ça, il a une espèce de côté à la fois complètement taré, enfin vraiment ultra violent, on dirait un peu Rocket Raccoon dans Les Gardiens de la Galaxie. Et puis il a cette façon de marcher, en fait c'est un robot, mais tu sais qui est vraiment pas souple du tout, qui bouge un peu bizarrement, et donc ça lui donne un côté un peu décalé. Et à côté de ça, en fait, il peut massacrer des gens un peu, enfin vraiment aveuglément. Donc il y a une espèce de mélange un peu étrange sur ce personnage-là, mais je trouve que ça crée un gros décalage et vraiment je l'ai beaucoup aimé. Thomas, t'as un coup de cœur, toi? Bah, vous avez tout dit sur IG-11 parce que voilà, ce serait lui aussi pour moi. Puis ouais, j'ai juste rajouté que c'est un clin d'œil en lui-même parce que c'est un robot, une androïde de la même, du même modèle que IG-88 qu'on voyait parmi les chasseurs de primes dans l'Empire contre-attaque. Donc on est déjà de base content de le voir et puis ensuite le personnage est cool en lui-même, donc parfait. Vincent, dis-moi que tu as un autre coup de cœur. Oui, moi j'aime beaucoup les méchants et j'ai surtout un coup de cœur pour le personnage de Werner Herzog, voilà, quand on connaît un peu son passif et le fait qu'il soit justement d'origine allemande, ça fait un méchant hyper charismatique. Donc j'ai beaucoup adoré ce personnage, mais on ne voit pas beaucoup, c'est dommage, mais c'est un des personnages qui m'a le plus marqué. Et aussi dans le méchant qui est joué par Giancarlo Esposito, Moff Gideon, qui est aussi très charismatique. Il a une vraie motivation et on sent qu'il en garde sous la semelle, et notamment par le fait qu'il ait son sabre laser noir, le fameux sabre laser noir de la légende qui est arrivé comme ça en fin de saison et qui nous a complètement bluffé. On était tous on était tous la bave aux lèvres en disant mais c'est génial, on espère vraiment des combats épiques pour la saison 2 avec ce sabre noir et peut-être d'autres sabres laser, on ne sait pas. Donc Mais voilà, moi on en aura. Giancarlo Esposito, il a dit qu'il y aurait vraiment des combats épiques au sabre laser, dont le sabre laser noir. Et il a même dit que les accessoiristes le détestaient parce qu'il avait dû casser deux ou trois sabres déjà sur le tournage. Donc, à mon avis, ça va envoyer du lourd. ça c'est cool, surtout qu'apparemment la saison 2 a pu être achevée et sera normalement diffusée sans problème. Donc ça, c'est cool. On sent beaucoup d'influences diverses dans cette série. Le western, t'en as parlé. Thomas, qu'est-ce qui vient pour vous de prime abord comme référence au-delà du western? Bah, il y a le Batman film. Ouais. Il y a le film de samouraï aussi, mais en fait, c'est un retour aux sources parce qu'en fait, George Lucas s'est beaucoup inspiré de films asiatiques, notamment des films de Akira Kurosawa. Je pense à La Forteresse cachée pour ses premiers Star Wars, de la même façon que c'était inspiré du western, de la même façon que c'était inspiré aussi des séries, tous ces feuilletons en fait des années 20, 30. Donc tu vois, le fait de voir Star Wars en série, finalement, c'est une façon de boucler la boucle. Donc c'est plutôt ces influences-là en fait qui sautent aux yeux
Et on sent qu'avec ça, la série en fait, elle veut revenir vers ce que George Lucas cherchait en fait quand il a fait les premiers Star Wars. Au-delà de ce que Megan a dit sur Mad Max, clairement. Il est un peu impliqué dans la série d'ailleurs, George Lucas, ou pas? Non. Non. Il Je pense est que- passé sur le tournage, apparemment. Ouais, il est passé prendre Baby Yoda et il a failli le lâcher, je pense. Mais après, il a rien fait d'autre. Megan, Est-ce que... Pardon. Pardon, vas-y Thomas. Juste pour illustrer ce que tu disais, Max, je suis totalement d'accord. Il y a un épisode qui vraiment illustre bien ça, c'est le 4e, je crois, qui est en fait une sorte de remake des 7 samouraïs et donc des 7 mercenaires, donc le western et le film de samouraï. Ça englobe un peu tout ça. Et donc Mad Max, Megan. Ouais, du coup, Mad Max, après, ça paraît assez évident parce que Jon Favreau l'a dit lui-même que les films de George Miller étaient une énorme influence pour la série. Et c'est vrai qu'on ressent ça dans les décors de sable, Tatooine, les combats, etc. Enfin, c'est du pur Mad Max et c'est assez jouissif. On retrouve aussi ce côté jouissif. Et puis même au niveau du personnage du Mandalorien, on pense à Mad Max parce que c'est le côté un peu solitaire, seul contre tous, avec ses convictions, voilà, ses convictions, etc. Et il finit par rassembler autour de lui d'autres éléments assez forts pour parvenir à terminer et à avancer dans sa quête. Donc tous ces éléments-là font penser à Mad Max aussi, quoi, quand on regarde Mandalorian. Et puis ça va dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que là, la série se déroule après une grande guerre, donc les épisodes 4, 5 et 6. Comme Mad Max, c'est des films post-apocalyptiques, donc on est dans cette même ambiance de fin de cycle, et en même temps on essaie de reconstruire quelque chose. L'un des énormes atouts de la série, c'est son aspect visuel assez dingue. J'ai cru comprendre que l'équipe s'était tournée vers des techniques dites révolutionnaires pour les effets spéciaux. Donc pas de fond vert, pas de décor réel non plus. C'est ça, Megan? Exactement, ouais, pour sa première série en live action Star Wars, pas de fond vert, pas de décor réel, mais une technique assez unique, des écrans LED géants en forme d'anneau en fait, qui permettent de projeter et calculer les décors en temps réel. Donc ça paraît un peu abstrait comme ça, mais c'est très très simple au final. Déjà, c'est pas la première fois que cette technique est utilisée, mais elle a été utilisée avant à plus petite échelle sur des films comme Interstellar ou Gravity. Et le premier film Star Wars à avoir utilisé les panneaux LED, c'était Rogue One. Donc pareil à petite échelle aussi. Sur Solo, ça a été aussi utilisé, mais c'est vraiment sur The Mandalorian que le système le plus complexe et le plus perfectionné a été utilisé, et donc à grande échelle sur toute la série. Et donc c'est une technique en fait, qui permet de préparer en amont les décors. Donc ça permet de vraiment préparer les décors avec précision et ensuite de les projeter et de pouvoir les modifier en temps réel pendant le tournage. Donc c'est un gain de temps considérable sur le tournage et même en post-prod. Et ça permet aussi d'avoir une meilleure lumière, donc ce qui fait aussi cette esthétique vraiment très épurée et très belle sur la série, pour moi qui est un des points forts aussi de la série, les effets visuels. Et petit bonus, cette technique permet aussi d'incruster des vieux décors, vu qu'on peut projeter ce qu'on veut comme décor en temps réel. Jon Favreau, il s'en est pas privé. Et en fait, il avait accès à une banque d'images de Star Wars, donc des anciens films, la trilogie originale, pardon. Et en fait, il a réussi à projeter des décors de Tatooine, des scènes coupées aussi de Star Wars, notamment sur les créatures, les Bantha, c'est une scène coupée de Star Wars, et donc ça a été incrusté dans l'épisode 5. Et donc voilà, il s'est fait plaisir. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ce que j'avais parlé de nostalgie, c'est parce qu'il y a vraiment ce côté retrouver, apporter du neuf avec du vieux. Et donc vraiment rester fidèle à l'esprit de Star Wars et à ce que George Lucas, je pense, a voulu vraiment créer avec son univers. Donc voilà, les effets visuels ont permis ça aussi. Vous avez tous été convaincus visuellement? Oui. Oui, si je peux rajouter quelque chose, c'est j'étais vraiment bluffé par rapport aux éclairages et à la lumière projetée notamment sur l'armure du héros, qui est hyper réaliste, et cette technique permet vraiment de faire des images incroyables. Et c'est pour ça que les décors sont aussi beaux et permettent une crédibilité encore plus accrue par rapport notamment aux films qui utilisent vraiment à outrance les effets spéciaux numériques et les fonds verts. Là, cette technique, elle est extrêmement, elle est révolutionnaire. Je pense qu'il y a les possibilités sont illimitées. Ça va être la folie. J'ai hâte de voir la suite, vraiment.
Ouais, parce que, à titre de comparaison, l'épisode 3 de Star Wars, donc La Revanche des Sith, avait été tourné entièrement sur fond bleu, et il y a des acteurs comme Ewan McGregor qui jouait Obi-Wan, qui lui s'en était plaint en disant c'est un peu compliqué d'arriver à se projeter, d'arriver à imaginer. Et là, avec ces décors-là, bah ouais, au moins tu vois où tu es, tu arrives à visualiser beaucoup plus. Et comme disait Vincent, c'est vrai que sur l'éclairage, enfin l'armure du Mandalorian, elle réfléchit beaucoup de choses. Si tu es sur un fond vert, à effacer ça doit être une tannée. Donc je pense que rien que pour ça, le fait d'utiliser cette technique, au-delà du fait que ça t'empêche, ça t'évite de devoir te déplacer en Tunisie, là où ils ont tourné les vieux Star Wars ou dans d'autres décors comme ça, c'est un gain de temps et je pense un gain un gain de temps sur le tournage et un gain de temps en post-production. Alors d'ailleurs, Disney+ vient de mettre en ligne une série documentaire sur les coulisses du tournage, si vous voulez en savoir plus. Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous l'a vu déjà ou pas? Non, mais en fait, ce sera 8 épisodes, mais qui vont être diffusés au rythme de 1 par semaine. Pour l'instant, il n'y en a que 1 qui concerne la mise en scène seulement. D'accord. Donc en fait, il y a autant d'épisodes de coulisses de tournage que d'épisodes de la série. C'est quand même étonnant. Alors globalement, pour rentrer dans un aspect donc un peu plus critique, vous avez déjà dit pas mal de choses, mais quels sont les autres points forts ou points faibles qu'on n'a pas encore évoqués, selon vous? Moi, je dirais un des points forts aussi, c'est la musique. La musique, moi, que je trouve vraiment exceptionnelle, c'est une musique du Suédois Ludwig Göransson, qui avait déjà travaillé sur la série Community, aussi sur Black Panther, et qui a notamment aussi produit des musiques de Donald Glover, alias Childish Gambino. Et pour moi, je trouve que la musique, le thème de Mandalorian colle parfaitement à l'ambiance. C'est une musique très guerrière, c'est une musique épique, avec beaucoup de comment ça s'appelle? Avec de la flûte, notamment. Tu sais, le toutoum, là, c'est quoi ça, putain? Bon, tant pis, c'est pas grave. Oui, donc c'est une musique très guerrière, vraiment épique, et qui colle parfaitement à l'ambiance et au personnage du Mandalorian. D'autres points forts, et je pense aussi aux points faibles, parce que Max, au début, tu nous as dit que tu n'étais pas totalement convaincu par la série, donc là, c'est un peu ton moment. Ah oui, mais moi, je vous laisse finir sur les points forts d'abord, puis après, après j'y vais. Donc, Moi, si j'avais un petit point faible à donner, avant de laisser Max faire le reste, mais non, vraiment, je lui trouve pas beaucoup de défauts à cette série, mais on va dire qu'on peut ranger les épisodes en 2 catégories. Il y a ceux qui font avancer l'histoire je crois que c'est les 2-3 premiers et les 2 derniers, et puis au milieu, il y a une sorte de ventre mou, entre guillemets, où il y a des épisodes un peu, pas filler, mais des épisodes qui se tiennent en une aventure. Et quand j'ai vu débarquer ces épisodes-là, je me suis dit, bon, j'espère qu'on va quand même revenir à l'intrigue de base, parce que j'ai quand même envie que ça avance, tout ça. Et en fait, cette première saison, elle donne quand même cette impression presque de prologue. Et donc, c'est un point faible dans le sens où on n'en a pas eu beaucoup, finalement, pour le moment, mais c'est un point fort dans le sens où c'est très prometteur, et ce qui va arriver après, à mon avis, va être... Là, c'est presque plus qu'une démo de la série, quoi. Et je pense que ça va vraiment la série va vraiment prendre toute sa valeur, toute son importance dans la saison 2. La durée des épisodes m'a étonné quand j'ai vu ça. Je pensais qu'on allait avoir des épisodes d'1 heure à chaque fois, et pas du tout en fait. Non, mais ça justement, la série, elle a le bon goût de ne pas durer trop longtemps, de ne pas étirer les épisodes. Et alors du coup, Thomas a un peu spoilé ce que j'allais dire, mais effectivement, ça part plutôt bien. Et après, moi, le gros défaut, je trouve, de la série, c'est que pendant beaucoup d'épisodes, ça raconte absolument rien du tout. Il y a vraiment, je déconne pas, l'épisode 2, tu peux le résumer en disant il va récupérer son vaisseau. Et après, bon, tu as des péripéties entre-temps qui font que ça prend 35 minutes. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, la série a tellement de potentiel que tu te dis c'est dommage qu'il faille attendre les épisodes 7 et 8, donc les 2 derniers, pour vraiment qu'il y ait une intrigue qui commence à se développer, à se mettre en place. Et, parce qu'en fait, quand la saison se termine, tu es un peu frustré en te disant ça y est, ça commence à devenir intéressant. Et c'est là qu'on s'arrête. Je pense qu'ils auraient dû passer moins de temps sur les épisodes un petit peu de remplissage. Tu sais, ils auraient dû faire 1 et 2, tu vois, à l'introduction, et après avancer directement parce que tu sens qu'il y a un potentiel qui est là. Ils ont l'air d'avoir une idée de ce qu'ils veulent raconter. Je me dis que c'est dommage en fait de pas avoir avancé plus tôt. Et en sachant qu'à côté de ça, bon, je trouve que la mise en scène n'est pas folle non plus. C'est pas très mise en scène, donc c'est un peu une semi-déception parce que plus par rapport au potentiel que peut avoir la série que par rapport au résultat qui est très sympathique. Mais tu te dis, on aurait pu avoir mieux. Et
Pardon, juste pour compléter, mais pour moi, je comprends vraiment ce que tu veux dire. Il y a vraiment ce côté. Il y a certains épisodes, effectivement, l'épisode 2, ouais, il va récupérer son vaisseau. Mais en même temps, je trouve que ça fait du bien d'avoir une série qui s'arrête un peu pour souffler. Bon, à ce point-là, peut-être pas, je sais pas. Mais quand tu regardes, par exemple, la trilogie, la nouvelle trilogie Star Wars, où tout va à toute vitesse, où on n'a absolument aucune scène pour se poser, ça fait du bien d'avoir juste un mec qui marche dans le désert pour aller récupérer son vaisseau pendant 30 minutes, en fait. Et en même temps, ça permet de poser quand même un univers qui pour le coup, maintenant bien posé. Et je pense qu'on va arriver à quelque chose de plus développé par la suite. Mais c'est vrai qu'il y a certains épisodes qui donnent cette impression, je suis d'accord avec toi. Ouais, parce qu'à côté de ça, il y a pas mal de séries qui se font torpiller, je pense notamment à Game of Thrones, pour 5 minutes de longueur, elles se faisaient défoncer. Là, tu te dis, on se tape des épisodes entiers où il se passe rien. Et on se dit, ouais, c'est comme Star Wars, ça a beau être Star Wars, et moi, c'est un univers que j'adore, avec lequel j'ai grandi, donc je suis très content de ça. Mais c'est ça, je trouve qu'il y a un peu deux poids, deux mesures, en fait. C'est que les mêmes choses hors de Star Wars, par exemple, tu prends ça dans un épisode de Arrow, je pense que la série elle se faisait d'ailleurs détruire pour les mêmes raisons. Donc c'est pour ça, en fait, c'est prendre son temps, c'est bien aussi, parce qu'ils ont le temps de développer des choses. Mais c'est d'avoir un épisode chaque semaine où tu te dis, bon, bah ouais, là, il s'est rien passé qui fasse avancer l'intrigue, c'est un peu décevant. Mais après, je suis d'accord avec toi, Thomas, que a priori, normalement, tout est mis en place pour que on passe au niveau supérieur dans la saison 2. En plus, il y aura des bons réalisateurs, parce qu'il y a James Mangold et Robert Rodriguez, donc, qui a réalisé Une nuit en enfer, qui vont participer à la saison 2. Donc, là, en plus, on aura des vrais poids lourds derrière la caméra. Qu'est-ce que vous attendez de cette saison 2, justement, globalement? Que ça raconte quelque chose, plus. Yann? Oui, non, je voulais juste revenir sur ce que disaient Thomas et Max. Je comprends totalement les critiques sur le fait qu'effectivement l'intrigue principale n'avance pas beaucoup et que ça prend beaucoup son temps. Après, je rejoins Thomas là-dessus. Je pense qu'effectivement, la première saison, c'était plus une démonstration de force. Voilà ce qu'on est capable de faire avec autre chose dans Star Wars, en prenant bien son temps, en posant les bases et peut-être en testant aussi un peu les fans, en se disant voilà, est-ce que ça peut vous plaire ou pas? Et après, en saison 2, envoyer beaucoup plus et creuser un peu plus l'histoire et offrir un peu plus étoffer un peu plus l'intrigue, je pense. Donc je comprends un peu les critiques là-dessus. Je pense qu'il y en a pas mal qui se sont un peu ennuyés. Après, moi, la forme m'a beaucoup plu parce que ça m'a beaucoup fait penser à un jeu vidéo, en fait. Pour moi, chaque épisode, c'était une mission pour le héros, avec un mini-boss à la fin, et le big boss à la fin de la saison 1, qui était donc Moff Gideon. Et je peux comprendre que ça puisse déstabiliser, qu'on soit pas fan de cette forme narrative et qu'on se soit pas pris dans le jeu. Mais moi, ça m'a beaucoup plu. Et par contre, voilà, la saison 1 a bien posé les bases. Maintenant, effectivement, j'attends de la saison 2 qu'on passe la seconde et qu'on aille un peu plus en profondeur dans l'intrigue et qu'on apprenne beaucoup plus de choses, quoi. On parle de Rosario Dawson dans la saison 2. Ça n'a pas été confirmé. Est-ce que vous avez suivi un peu cette rumeur? Ouais. En fait, donc oui, comme tu disais, Rosario Dawson en fait a été évoqué pour rejoindre la saison 2. Et en fait, je vois un personnage qui lui est déjà connu, qui s'appelle Ashoka Tano, qu'on a vu notamment dans Clone Wars, qui était la première apprentie de Anakin Skywalker, donc le futur Dark Vador. Donc c'est un Jedi d'origine extraterrestre. Et en fait, l'idée, ce serait qu'elle apparaisse dans cette saison 2 et on parle d'un potentiel spin-off sur le personnage. C'est un personnage qui est beaucoup aimé des fans de Clone Wars notamment. Donc c'est l'une des possibilités. Mais alors, si c'est pas Rosario Dawson, on se dit que ce sera une autre actrice, mais a priori, le personnage devrait être dedans. Surtout que, comme tu disais, Vincent, tout à l'heure, en fait, le tournage est bouclé. Donc, soit elle a tourné ses scènes en secret, soit une autre actrice l'a fait à sa place. Mais je pense que le personnage, lui, serait dedans. Elle a quand même tweeté, je peux pas vous en parler, mais j'ai hâte de vous en parler, en gros. Ok, donc c'est bon, elle est engagée dedans, c'est sûr. Ah mais on parlait de futurs duels au sabre laser contre le sabre noir. Je pense que ça pourrait avancer là-dedans. On sait d'autres choses sur la saison 2 ou pas du tout? On sait que ils avaient parlé du mois d'octobre 2020 pour la diffusion. On s'est dit, vu les conditions actuelles, ça va être compliqué. Mais comme ils ont communiqué pour dire qu'a priori, il n'y aurait pas de retard,
on peut s'attendre à ce que ce soit en ce moment en confinement, si j'ai bien compris. D'accord. Voilà. Dans ce cas-là, c'est faisable. De toute façon, en plus, comme la série est diffusée au rythme de 1 épisode par semaine, contrairement à ce que font d'autres plateformes comme Netflix ou Amazon, ils peuvent en fait avancer petit à petit. Et tant que les épisodes 1 et 2 sont prêts pour le lancement, après, en fait, il leur restera un peu plus de temps pour boucler le reste. On imagine que ce sera encore 8 épisodes, comme la saison 1, mais je crois pas qu'ils aient confirmé quelque chose à ce niveau-là. La série est aussi truffée de détails cachés, de références à chaque épisode. Petit instant promo d'ailleurs, sur le site, on a fait des articles qui regroupent tous les détails, épisode par épisode. Alors n'hésitez pas à les consulter. Est-ce qu'il y en a un, vous, qui vous a particulièrement plu, marqué dans toute cette saison? Megan? Moi, il n'y a pas de détail ou de référence particulière qui m'a frappée. C'est plus un ensemble, en fait. Moi, c'était plus les petits clins d'œil d'humour, les petites private jokes qu'il y a dans tous les Star Wars. Par exemple, la grosse blague sur les Stormtroopers qui ne savent pas viser, la moquerie sur les Gungans, les scènes avec les Jawas, enfin voilà, tous ces petits clins d'œil humoristiques, en fait, dans son ensemble, c'est ça qui m'a fait rire. Bon, après, sur certains clins d'œil, le trait est un petit peu forcé quand même. Tu sens que c'est un peu du fanservice quand même, un petit peu, faut se l'avouer. Mais cet humour un peu gamin, voilà, moi ça me fait rire et ça m'a beaucoup plu, même si c'est un peu du fanservice, je trouvais ça sympa. Vincent, t'es d'accord avec ça? Oui, surtout que c'est un épisode un peu filler, comme disait Thomas. C'est l'épisode où il y a une espèce d'ersatz d'Han Solo. J'ai trouvé ça sympa, même si ça fait pas avancer l'intrigue. J'ai quand même beaucoup aimé le fait que le personnage soit un peu dans la même position qu'Han Solo dans un bar et qu'il se fasse il soit obligé de faire équipe avec Mando pour retrouver, je sais pas ce qu'ils doivent retrouver. Ils vont dans le désert, etc. Donc j'ai trouvé ça sympa. C'est un peu un épisode fan service, mais bon, je trouve ça cool quand même qu'il y ait au-delà de petits détails, des choses un peu plus facilement reconnaissables que comme Han Solo, une espèce de fils de Han Solo. C'est rigolo, quoi. Thomas, je suis sûr que tu en as un qui te vient à l'esprit. Un truc Ouais, c'est vraiment un petit truc, mais ça m'a fait rire. Enfin, rire, c'est pas si drôle que ça. Dans le premier épisode, je crois que c'est dès le premier, il traverse un marché et puis il y a la fameuse petite créature qui était au pied de Jabba, là, qui était ignoble et qui est vraiment détestable. Oui. Et là, on la voit rôtir sur une broche. Et en fait, on se retrouve à avoir pitié de ce truc qu'on détestait. Donc, c'était bien joué, ce truc-là. J'ai bien aimé. Mais toi, Max, t'as un truc à nous rappeler? Non, moi c'est pas tant une référence, en fait un truc qui vient de me revenir quand justement pas de l'humour. En fait, oui, il y a un détail qui me faisait quand même bien rire dans la saison 1, c'est que donc le personnage principal, donc c'est censé être une pointure, un chasseur de primes, enfin vraiment un chasseur de primes qu'on appelle pour des énormes missions, notamment celle de récupérer Baby Yoda. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une fusillade, le mec se fait tirer dessus, il se prend des coups. En fait, je trouve ça assez rigolo que finalement le mec il soit pas si fort que ça. Et à chaque fois, il se fait torpiller dès qu'il faut se prendre un coup de laser. Ça, j'avais trouvé ça assez rigolo. Alors Max, globalement, l'univers Star Wars sur Disney+, qu'est-ce que ça va être en dehors de Mandalorian et de ce potentiel spin-off dont tu as parlé tout à l'heure? Déjà, il y a tous les films, sauf les épisodes 8 et 9 qui sont dispo en France. Ensuite, donc, tu parlais de la série Making of, il y aura la saison 2, et officiellement, il y a 3 séries qui sont en préparation de façon plus ou moins avancée. Donc, il y a d'abord une série sur Cassian Andor, qui était le personnage joué par Diego Luna dans Rogue One. Donc, c'est une série qui se passera donc un tout petit peu avant l'épisode 4. Et pour l'instant, on ne sait pas grand-chose, si c'était qu'il y aura Stellan Skarsgård, qu'on avait vu dans Marvel Cinematic Universe, ou les films de Lars von Trier dans un tout autre registre, qui sera au casting, on ne sait pas exactement quel rôle il va jouer. On sait qu'il y aura pas mal de personnages secondaires de la saga qui apparaîtront, on ne sait pas non plus à quel niveau. La série, en fait, elle va être en partie écrite et réalisée par Tony Gilroy, qui en fait avait supervisé les réécritures et les reshoots de Rogue One, donc il connaît un petit peu l'univers, il connaît le personnage. Et le tournage devrait commencer en fait dès que les tournages peuvent reprendre en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Donc on imagine une série qui sera diffusée en 2021. Ensuite, on a une série sur Obi-Wan Kenobi. C'est quelque chose dont on parle depuis très longtemps. On a notamment parlé d'un film qui se situera entre... heureuse, hein, je suis obligé de...
Ah, mais je la comprends tout à fait parce que donc la série se passera entre les épisodes 3 et 4. Aux dernières nouvelles, c'était genre 11 ans avant l'épisode 4. Et là où c'est intéressant, c'est que Ewan McGregor, qui pour moi est le meilleur personnage des épisodes 1, 2, 3, bah, il va enfin reprendre son rôle parce qu'on sait que, voilà, je vous disais tout à l'heure, il avait moyennement aimé tourner sur des fonds bleus et des fonds verts. Il s'était ouvertement moqué du titre de La menace fantôme, mais c'est un personnage qui semble aimer toujours et il a fini par accepter de revenir. On imagine que ce sera une mini-série de quelques épisodes, mais rien que le fait de le revoir dans ce rôle-là, bah, c'est toujours quelque chose de bien. Donc la série, en fait, elle va être repoussée parce qu'il a fallu réécrire un peu les scripts qui n'étaient pas très satisfaisants pour Lucasfilm. Donc on imagine diffusion en 2022. Et le tout dernier projet, alors celui-ci, on ne sait absolument rien, si ce n'est que il va être supervisé par Leslie Headland, qui a créé la série Poupée Russe sur Netflix, qui est une chouette série d'ailleurs pour qui ne l'a pas vue. Et alors, on ne sait pas de quoi il va être question, à part que ce sera sur un personnage féminin. Et il se murmure que ce serait un petit peu déconnecté des intrigues qu'on suit depuis les épisodes 4 avec l'histoire de Guerre des Clones, de l'Empire, de Dark Vador, de la famille Skywalker. On ne sait pas beaucoup de choses en dehors de ça, mais il y a 3 séries en préparation pour l'instant. Ce sera le premier projet écrit par une femme aussi dans l'univers Star Wars. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Mandalorian, c'est le premier projet qui a été mis en scène par une femme qui s'appelle Deborah Shaw, qui a réalisé l'épisode 3 et qui va superviser la série sur Obi-Wan. Mais là, comme tu dis, en fait, la série de Leslie Headland, ce sera la première qui sera supervisée par une femme et qui sera portée par une femme en plus comme personnage principal. Et Bryce Dallas Howard aussi dans la saison 1 de Mandalorian. Oui, mais en fait, comme elle arrive juste après, en fait, la première vraiment, c'est Deborah Shaw qui réalise 2 épisodes. Puis, comme tu l'as dit, Bryce Dallas Howard, dont papa avait avait repris en main Solo. Donc, on avance un petit peu en fait à ce niveau-là. Bien, merci à tous, tous les 4 pour votre décryptage éclairant de Mandalorian. Je le rappelle, la saison 1 est disponible en intégralité sur Disney+, ainsi que la série documentaire sur les coulisses du tournage. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve, on l'espère, très vite pour un nouveau Spotlight. D'ici là, restez chez vous encore un peu. Bon courage et n'hésitez pas à vous abonner à notre autre podcast, Y'a quoi de bien, où l'on vous recommande en moins de 4 minutes des films et des séries à dévorer sur les plateformes de streaming si vous êtes en manque d'idées. Salut, merci à tous les 4. Salut. Salut. Ouais. N'hésitez pas à noter cette émission, à la partager et à en parler autour de vous. L'émission est disponible sur toutes les plateformes de podcast, notamment Spotify, SoundCloud, Deezer et Apple Podcasts.